Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts, dans la maison des experts. Alors comme d'habitude, on va égrener l'actualité de la semaine. On va parler cette semaine évidemment de France, d'Europe, de Bruxelles, mais aussi de commissions parlementaires, entre autres. Et pour cela, nous allons en parler avec 2 invités politiques et 4 experts. Les 4 experts sont l'auteur qui en prend de la hauteur, Michel Gueude. Bonjour. Elle vit là-bas, mais s'occupe de vivre ici, le site d'info régional, Aurore Pénois. Bonjour. Il est le dénicheur d'info numéro 1 de la RTBF, Karim Fadoul. Bonjour. Et il est chez nous comme expert de la com, Christophe Ginisti. Bonjour. Alors on commence effectivement tout de suite avec l'événement de demain, c'est-à-dire le second tour des présidentielles françaises. Le politologue, scénariste de BD François Durper était sur notre antenne il y a quelques jours, et lui il continuait d'estimer qu'il y a toujours un danger Le Pen, écoutez-le. Pour moi, elle est favorite. Elle est favorite parce qu'elle est sur une vague internationale qui va du Brexit à Donald Trump et qu'elle a ce que les Américains appellent le momentum. Vous savez, il suffit de la voir hier en discours à Nice et de voir Macron avant-hier à Amiens. Et vous voyez le différentiel d'énergie. Et oui, moi, je vous dis attention. Et je vous dis en tout cas que si tous les jours, vous invitez d'autres que moi, alors vous pouvez inviter d'autres que moi, mais Merci, des gens qui ne vous disent que tous les jours, c'est 60-40, 60-40, 60-40, l'effet produit chez les Français, ça va être, écoutez, c'est le pont du 8 mai, nous, on n'a même pas besoin de faire de procuration, hein, ça va se faire tout seul. Alors c'est une déclaration qui date d'avant le débat télévisé, mais on verra bien ce qui va se passer. Votre avis, Michel Gueude, sur cette fin de campagne? Je partage ces inquiétudes parce qu'on peut avoir de très mauvaises surprises. Le débat a évidemment joué contre Marine Le Pen, pas forcément contre ses électeurs à elle, mais peut-être contre les électeurs de Fillon qui, vu la dédiabolisation du FN, étaient prêts à se dire pourquoi pas voter Marine Le Pen et qui, eux, peut-être seront quand même un petit peu refroidis par sa grossièreté d'une part et par un programme qui est uniquement dépensier et qui n'est pas très convaincant. Mais j'ai l'impression, moi, que ce sont les abstentionnistes qui vont faire la différence, effectivement. Celui qui sera élu par les abstentionnistes de l'autre camp. Aurore Pénois? Oui, c'est vrai que je repense à ce qu'il disait aussi sur les différences des déclarations qu'il y a eu lors des forums. Si vous avez pu voir la vidéo de campagne qui est diffusée après les journaux télévisés en France, entre celle de Macron et celle de Le Pen, pour les personnes qui n'ont pas envie de réfléchir et qui vont juste s'arrêter à la beauté et à la côté lisse et bien foutu des images, c'est vrai que c'est assez affolant. Voilà, j'ai un peu peur aussi des résultats qu'on aura dimanche soir. Karim Fadoul. Je suis un peu mitigé entre justement lui donner raison en disant qu'effectivement, à un moment donné, on risque d'avoir en France aussi, donc un pays proche, un pays voisin, quelqu'un de l'extrême droite à la tête du pays. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a peut-être affaire à une forme de vague et on risque d'avoir un trop-plein avec justement ces différents responsables politiques de grands pays. Il y a Trump, il y a Poutine, on peut mettre aussi Erdogan dedans, qui, je dirais, alimente le nationalisme, le protectionnisme, le repli sur soi. À un moment donné, les gens vont voir les limites justement de ce type de positionnement. On le voit aux États-Unis, on le voit aussi avec Poutine, on le voit avec Erdogan, on le voit dans d'autres pays. Le Brexit, on va commencer à voir tout doucement les effets peut-être négatifs que va avoir le Brexit. Et donc je pense qu'à un moment donné, on va peut-être revenir à une forme de raison, à quelque chose d'un peu plus traditionnel, je pense. Mais pas tout de suite, mais ça va arriver. C'est votre avis, Christophe Ginisti? Vous partagez cet optimisme? Alors, je partage un petit peu l'optimisme, Karim, en ce sens que si on n'avait pas connu déjà les 100 jours de Donald Trump, peut-être que les Français se diraient pourquoi pas, on va essayer. Mais les 100 jours de Donald Trump, c'est tellement grand, c'est tellement gros, c'est tellement outrancier, c'est tellement tout ce que vous pouvez imaginer, que quand même, on a envie de se dire pas de ça chez nous, pas de ça en France. Et je pense que les Français, peut-être sur le fil, peut-être pas de manière extrêmement écrasante, vont avoir à cœur de dire non, on ne veut pas de ça chez nous. Eh bien, on va demander à nos invités politiques quel est leur avis à eux. Nous recevons aujourd'hui Marine Nagy et Georges d'Allemagne. Alors, Georges d'Allemagne est député fédéral CDH, Marine Nagy est conseillère communale à la ville de Bruxelles, et Colo pour l'instant. Oui, pour l'instant, je dis parce que
Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir dans votre cas? Vous Alors, restez chez Allez-vous Collomb rejoindre ou le pas? PS? Alors, comme vous le savez, j'ai publié une carte blanche en mois de mars. Cette carte blanche a été appréciée d'une manière assez difficile par Écolo. Une procédure de demande d'exclusion de ma locale a été lancée par l'Assemblée générale de notre locale et elle doit être tranchée le 19 mai. Et donc, j'attends de voir quelles sont les décisions que cette instance va prendre. Moi, je regrette que les choses en soient arrivées là, c'est-à-dire qu'au lieu d'accepter d'ouvrir un débat, on soit tombé directement dans une volonté d'exclure et qu'on ait répandu des bruits du type « Ah, il y a déjà des accords avec d'autres partis, etc. » C'est totalement faux. Mais juste Totalement pour être faux. clair, La question qui était posée, c'était une question sur le positionnement politique d'Écolo au sein du groupe local de la ville de Bruxelles concernant les politiques de neutralité. Est-ce qu'on peut dire, comme c'est dit au conseil communal, que la neutralité est là pour discriminer les femmes musulmanes? C'est ce que disait une de vos collègues écolos. C'est ce que dit une de mes collègues, ou au contraire, comme je l'affirme, est-ce que la neutralité est une garantie justement de non-discrimination, d'égalité de traitement? Mais donc l'exclusion dont on parle, c'est juste l'exclusion de la section de Bruxelles ou bien c'est l'exclusion d'Écolo en général? Mais vous comprenez qu'après 35 ans, ou peut-être un peu moins de militance dans un parti, cette nuance-là, elle n'a pas beaucoup de sens, si vous voulez. Pour le moment, ce qui est demandé, c'est l'exclusion de la locale, mais je pense que c'est des rapports très violents, très durs, extrêmement peu, ouverts à entendre, à écouter le point de vue de l'autre. Et donc, voilà, c'est ce qui est en cours et j'attendrai jusqu'au mois de mai. Donc on en reparlera le 20 mai avec vous certainement. Alors, mais revenons à nos moutons, à notre sujet, le premier sujet, ces élections présidentielles. Georges d'Allemagne, on va commencer par vous. Comment vous voyez cette élection de demain, donc demain dimanche? Et moi, je note plusieurs éléments qui modifient fondamentalement la manière dont on fait de la politique. D'abord, je note l'extrême violence. Et Marine Nagy vient d'en parler. On savait que la politique était un jeu ou un univers qui pouvait être cruel, difficile, mais là on est dans des niveaux de violence qu'on n'a jamais atteints et je pense qu'il faut y réfléchir. Je pense qu'il faut certainement, en tout cas pour la manière dont nous faisons de la politique en Belgique, garder cette capacité que nous avons à nous parler, à nous écouter et à essayer ensemble de trouver des solutions parce que nous avons un devoir d'exemplarité par rapport à l'ensemble de la population sur la manière dont on peut vivre ensemble et dont on peut se respecter les uns les autres. Ça, c'est le premier point. Et on le voit d'ailleurs ailleurs, hein. Trump, Erdogan, Poutine en sont d'autres exemples de cette extrême violence en politique. À la Chambre, c'est parfois violent, non? Ça peut être violent, mais par exemple, je vais citer, hier, un collègue s'est excusé auprès d'un autre collègue parce qu'il l'avait traité d'hypocrite et de cynique. Et donc, il s'est excusé. Et j'ai apprécié ce geste et je pense que nous devons quand même, parfois, on peut s'emporter. Et j'ai apprécié que ce collègue se soit excusé. La peut être violente aussi. Van Biesen peut être violent aussi. Dans certains cas, et dans certains cas, je regrette effectivement cela. Et c'est pour ça que je crois que c'est important que nous ayons à l'esprit que nous avons un devoir d'exemplarité, que nous devons pouvoir, bien sûr, être parfois opposés sur les idées, mais que nous faisons partie du même corps social et qu'ensemble, nous essayons de trouver des solutions. C'était le premier point. Le deuxième point, et c'est très important aussi, c'est le mensonge. Alors, en politique, on ne raconte pas toujours toute la vérité, on peut parfois un peu jouer avec la vérité, mais le niveau de mensonge qui a été atteint dans ce débat, notamment par Mme Le Pen, et surtout par Mme Le Pen, comme Trump a pu le faire également, comme d'autres peuvent le faire, je trouve que c'est très très inquiétant, parce que nous n'avons jamais eu autant accès à l'information aujourd'hui. Et c'est ce paradoxe absolument hallucinant entre le fait que nous pouvons aller voir quelle est la vérité, la réalité, nous pouvons avoir accès à certaines sources et nous pouvons essayer de rechercher la vérité, et pourtant, il y a un niveau de mensonges, de contre-vérités qui sont dites dans le débat public aujourd'hui, qui sont extrêmement inquiétants parce que ça nourrit le populisme, ça nourrit les fantasmes, ça nourrit le complotisme, ça nourrit l'idée qu'il y aurait des Illuminati quelque part qui dirigeraient le monde. Et c'est extrêmement inquiétant évidemment parce que nous sommes construits et nos civilisations sont construites sur la raison, sur la capacité que nous avons à mettre des arguments sur la table et à découvrir à travers ces arguments et ces réalités qu'est-ce qui nous fait progresser, qu'est-ce qui fait progresser la société. Et donc je trouve que ces deux éléments sont des éléments importants. Alors évidemment, j'en rajouterai un troisième, qui est effectivement cette haine
des autres, en général, de l'étranger, du non-américain, du non-européen, du non, etc., du non-français, ou du non-flamand éventuellement. Et donc ça, effectivement, c'est aussi un élément extrêmement inquiétant parce que le clivage fondamental, je pense, pour la politique, en tout cas, je crois fondamentalement, c'est ceux qui, en Europe, par exemple, seront capables de poursuivre, d'approfondir la citoyenneté européenne, l'Union européenne, et ceux qui vont la combattre, que ce soit en dehors des frontières de l'Europe ou à l'intérieur des frontières de l'Europe. Marie Nagy, donc ça c'est des éléments, je suppose, que vous partagez, mais la France de demain, donc la France du lundi matin, du lendemain de l'élection, elle sera très différente, quoi qu'il arrive. Alors je pense qu'elle sera très différente parce que le débat et la manière dont ce débat a été mené était quand même particulièrement, particulièrement difficile, je pense. D'une part, j'ai l'impression, et ça s'est exprimé aux États-Unis, et ça s'est exprimé probablement au moment du Brexit, et ça s'exprime un peu dans tous les pays par l'émergence des partis populistes, on sent qu'il y a une forme de désespérance, de difficulté à se projeter dans la vie d'une manière confiante, en se disant, si on travaille, si on étudie, ça va aller, on va pouvoir avoir confiance dans le travail ensemble. Donc cette dimension-là, le fait de la désespérance, a été très très entendue et très exprimée, mais d'une manière, comme disait Georges, sous une forme de haine de l'autre. C'est comme si on n'acceptait pas qu'il soit possible d'être différent, quelle que soit la différence. Et je pense que ça, le lundi, on va se réveiller, j'espère, avec un président qui ne sera pas la présidente d'extrême droite qui fait campagne, mais lui devra aussi travailler les politiques qu'il va mener, le type de langage qu'il va utiliser, le fait de pouvoir faire société avec tous ceux qui sont en France. Et ça, c'est un enjeu énorme. Et je trouve que les notions de solidarité, d'accepter qu'on doit partager les richesses, d'accepter que quand on a beaucoup d'argent, comme les banques ou la finance, on ne peut pas simplement utiliser tous les mécanismes fiscaux et aller planquer son argent quelque part, mais qu'il faut retrouver cette notion de solidarité avec les gens ici, mais aussi avec les gens dans les autres pays, en Afrique, dans les pays pauvres, voire avec une notion qui est parfaitement absente du débat français, la notion d'environnement, de crise climatique, c'est-à-dire la solidarité. Oui, c'est-à-dire la solidarité avec les générations futures, avec tous ceux qui vont hériter de notre planète. Je vais vous demander à tous les deux d'être plus concis dans vos développements, parce que sinon on ne fera qu'un seul sujet. C'est bien. Christophe Ginisti, rapidement, voulait réagir. C'est Georges. Oui. Non, c'est Georges et Marie. Voilà. Non, puisque vous le savez, vous le savez, je suis le français de l'étape et donc un peu concerné par si je pense effectivement qu'il y a quelque chose de très important, le mensonge, le niveau de mensonge. La presse a immédiatement réagi le lendemain du débat. Beaucoup d'éditorialistes ont fait ce qu'on appelle du fact-checking, c'est-à-dire ont vérifié les faits. Le journal Le Monde l'a mis en couverture en une. Plus de 30 erreurs de la part de Marine Le Pen. Plus de 30 erreurs de la part de Marine Le Pen, de manière extrêmement factuelle. Et je pense que c'est intéressant, parce que le fait de... Pas 30 erreurs, 30 mensonges. 30 mensonges, oui. Le fait de pointer immédiatement ces mensonges noir sur blanc dès le lendemain, eh bien, montre que la démocratie est tout de même assez vivace en France. Karim Fadoul, pour résumer peut-être un petit peu cette campagne et cette fin de campagne, c'est qu'on a quand même eu parmi les 4 derniers, il y a les 2 finalistes, puis il y a les 4, Macron, Le Pen, Fillon, Mélenchon, des candidats qui se présentaient contre un système, quel qu'il soit. Chacun avait sa cible ou son système
avec ses références. Mais ça, c'était assez frappant, je trouve. Mot de la fin. Oui, pour rebondir justement, effectivement, tous ces mensonges ont été relevés, mais est-ce que finalement les personnes concernées vont les lire? Je ne sais pas, j'entendais encore ce matin que Paris, 5% de personnes ont voté pour Marine Le Pen, Lille, 10%, mais à partir du moment où on part dans la campagne profonde, pour le dire gentiment, c'est un villageois sur 3, entre guillemets, qui bosse. Il y a vraiment 2 France. Hein, complètement, et donc je ne suis pas sûre que cette France, ce soit la France vraiment qui soit accro aux médias et qui lise tous ces... Une question pour chacun de vous par rapport à la Belgique. Le cordon sanitaire, hein, on est content à Bruxelles et en Wallonie d'avoir un cordon sanitaire. L'extrême droite ne s'exprime pas comme elle s'exprime en Flandre ou en France. On le garde tel quel? C'est la meilleure des protections, Georges Dalmain? Moi, je ne suis pas très rassuré parce que j'estime que l'extrême gauche en Belgique pose le même type de problème. Il y a le même niveau de langage de violence, il y a les mêmes contre-vérités, les mêmes simplifications. Et donc, on a un problème avec les populistes en général. On a un problème, effectivement, Karim Fadoul le disait bien, il y a une volonté de changer le système. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre. Nous sommes arrivés en fin de cycle pour toute une série de manières, dans la manière dont nous exerçons notre citoyenneté et notre démocratie. Il faut l'entendre, il faut réinventer la démocratie. Ça me paraît essentiel. Mais ce qui m'inquiète, et je le dis parfois à des jeunes qui viennent me voir, qui veulent couper des têtes, je dis, songez au jour d'après. Songez à ce que sera le monde de demain. On peut être d'accord sur le fait qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer, sur le fait qu'il faut peut-être changer la gouvernance, et nous y travaillons beaucoup parce que nous sommes acculés à travailler sur une modification de la gouvernance. C'est un des travaux que nous menons au Parlement. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'ensemble, nous soyons d'accord sur les valeurs que nous voulons maintenir, sur ce que nous voulons garder, sur ce qui a fait notre prospérité, ce qui a fait la paix, ce qui a fait la citoyenneté et notre culture. Enfin, je dirais des choses qui paraissent aujourd'hui élémentaires, mais qui sont fondamentales. Et alors, la deuxième petite remarque sur, effectivement, la démocratie bien vivante en France, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis assez rassuré quand moi, en tout cas, j'ai des contacts avec des Français sur la capacité qu'ont les Français à quand même avoir cette lucidité. Ce qui m'inquiète, effectivement, c'est comment il se fait que des médias comme les vôtres ne sont pas suffisamment entendus, écoutés, et qu'il y a d'autres réseaux d'information qui sont nés, qui diffusent des fake news, qui diffusent des contre-vérités. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer ce problème-là? Parce que celui-là, il est important. Alors, Marine Nagy, sur le cordon sanitaire, d'après vous, ça suffit côté bruxellois et wallon? Manifestement, en Belgique francophone, on ne connaît pas le même type d'émergence de ce parti d'extrême droite, mais je serais quand même plus nuancée dans la mesure où ce qu'on sent bien, et on le sent à travers certaines politiques de la NVA par exemple, c'est le discours sur l'autre, sur la peur du réfugié, de l'étranger. Et ce discours-là, pour moi, à fur et à mesure que, par exemple, en France, on a un parti qui fera probablement autour de 30-35%, peut-être même plus, mais il percole dans la société, et quelque part, je trouve que nous, les politiques démocrates, on doit redonner du sens à l'action et redire, nous sommes tous quand même dans le même bateau. Donc ça ne sert à rien d'essayer de jeter par-dessus bord les uns ou les autres parce qu'ils ne nous plaisent pas. Il faut trouver le moyen de travailler ensemble. Vous dites la même chose, je pense que c'est un message qu'on doit envoyer, pas de message de haine, pas de message d'exclusion, un message dans lequel on retravaille le principe de solidarité. Passons à un message d'amour, l'amour de notre belle capitale, l'amour de Bruxelles avec ses campagnes pour redorer le blason de Bruxelles. Alors Rudy Vervoort, cette semaine, s'est rendu à Paris pour lancer la campagne Images de Bruxelles. Reportage de Marie-Noël Dinan et de Niels Dageler au départ. Sortie de la gare du Midi, il y a les hommes d'affaires et puis les touristes aussi. La plupart viennent de pays voisins, parfois plus lointains. Ils sont plutôt impatients de visiter la capitale. Pour le tourisme? Oui. Aviez-vous des craintes avant de venir ici? Non, pas de problème. C'est un bel endroit, on s'y sent en sécurité. Une confiance confirmée par le taux de fréquentation des hôtels bruxellois, passé de 73% en 2015 à 59% après les attentats de Bruxelles. Les 71% de mars dernier sont plutôt encourageants. Pas de quoi relâcher la pression. La région lance aujourd'hui une campagne vers les marchés prioritaires et s'offre les services des Schtroumpfs pour conquérir Paris, Londres,
Berlin ou encore Barcelone. 4 millions d'euros, c'est conséquent. Pour une ville comme Bruxelles, oui, c'est important. Ça va nous permettre d'être très fort présents, surtout dans les gares, les aéroports internationaux, et d'atteindre finalement notre public cible en priorité. C'est principalement de la pub finalement ? Alors non, c'est un ensemble de choses. C'est bien sûr une campagne d'image, mais c'est aussi beaucoup de travail sur les réseaux sociaux avec une plateforme internet spécialement dédiée pour la campagne, Take Me to Brussels, qui va permettre aux gens de personnaliser Bruxelles un peu à leur image. Il faut bien se le dire, le secteur du tourisme est un secteur extrêmement concurrentiel. Il y a une émergence dans le tourisme de ville aujourd'hui parce que les villes sont de plus en plus attractives sur le plan international et Bruxelles doit évidemment se situer au même niveau que les grandes capitales européennes. Objectif ? Alors Aurore Pénois, est-ce que Take Me to Brussels, c'est un bon slogan, ça va marcher ? Ah, je sais pas, mais je trouve qu'en tout cas c'est super chouette. Ce qui est déjà assez sympa à voir, c'est qu'effectivement, si vous preniez dans les rues de Bruxelles ces derniers temps, les touristes sont revenus. Maintenant, je pense qu'il va peut-être falloir aussi rappeler les gens qui sont près de chez nous, en Wallonie ou en Flandre. Je me souviens qu'on avait fait une opération en commun il y a déjà 1 an qui était Bruxelles même pas peur. Et c'est vrai que même les Wallons reviennent tout doucement. Et donc, puis avec des schtroumpfs, c'est sympa. Donc, ça nous rend encore plus sympathiques. Karim Fadoul, vous aviez une question à poser, vous ? J'ai une question à mon collègue de gauche. Non, mais la question est très simple. D'abord, un constat. J'ai parfois un peu l'impression qu'il y a une multiplication de campagnes du fédéral, de la région, d'un peu tout le monde, Proud to be Brussels, il y a eu les téléphones, il y a eu les 99 raisons. Et puis à un moment donné, on ne sait plus très bien qui fait quoi et dans quel sens. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, il ne faut pas demander que tout le monde se mette autour de la table. Et puis surtout, c'est que le prétexte, c'est quoi ? Le prétexte, c'est parce que notre image n'est pas bonne. Et on le répète comme ça en permanence. Tous les mois, notre image n'est pas bonne, notre image n'est pas bonne. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas justement renforcer cette image négative que de répéter à chaque fois qu'on a une image négative ? Et donc la question que je voulais te poser, monsieur communication, c'est est-ce qu'à un moment donné, pour bien communiquer, ne faut-il pas à un moment donné ne pas communiquer ? Alors, oui et non. Ce que Karim dit est particulièrement vrai. D'abord sur le fait qu'il y a des collisions entre différentes campagnes. Il faut savoir qu'un pays, une ville, une capitale, c'est une marque. Du point de vue communication, c'est bien plus que ça, mais c'est une marque. Et donc, il faut accrocher à une marque des attributs, ce qu'on appelle des attributs d'image. Le problème de cette communication, là, sur Bruxelles, elle est très sympathique, les Schtroumpfs. Mais si vous regardez cette campagne, je l'ai bien regardée, je l'ai bien étudiée, elle ne dit rien. Elle propose quelque chose, elle propose éventuellement un voyage, une découverte, mais elle ne dit rien sur Bruxelles. C'est-à-dire qu'on sort de cette campagne en finalement ne sachant pas grand-chose. Alors effectivement, on est dans une situation où on essaye et quand vous voyez la vidéo dont vous avez montré quelques images tout à l'heure du gars qui plonge dans une piscine, la piscine elle pourrait être absolument partout. Les images pourraient être prises n'importe où dans le monde, à côté d'une grande ville, ça ne dit rien. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que quand on fait de la communication, on doit dire quelque chose. Et on doit dire, pas uniquement Bruxelles... Vous voulez dire que la campagne fédérale, avec les 99 raisons de visiter la Belgique, était meilleure ? Ah, celle-ci était bien meilleure, parce qu'elle avait un contenu, et elle avait surtout une vocation pédagogique. Alors, Marine Nagy, à quand une campagne de la ville de Bruxelles, aussi dans le monde entier, où Yvan Mailleur irait dans toutes les capitales internationales pour vendre la ville ? Eh bien, je vais vous dire que je pense que la ville de Bruxelles a aujourd'hui, par la présence du bourgmestre dans différentes conférences, associations de bourgmestres, une action internationale qui n'existait pas avant. Mais bon, c'est pas à moi de faire la pub, donc je n'en dirai pas plus. Vous êtes toujours dans l'opposition. Ceci dit, oui, je suis dans l'opposition. On note quand même ces petites fleurs au bourgmestre de la part de l'opposition. Oui. Non, mais très indépendant. Je le dis parce que c'est une réalité. Je pense que ce qu'on vient de dire est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les gens travaillent ensemble. Et alors, c'est un peu fait avec Visite Bruxelles. Maintenant, on essaye de travailler ensemble. Mais je crois que ce qui manque, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut vraiment vendre ou présenter de Bruxelles. Les gens, les lieux, les produits, et puis travailler là-dessus. Parce que vu de l'extérieur, c'est déjà difficile de faire passer un message, puisque la Belgique est relativement peu connue, Bruxelles un peu plus. Mais si on veut attirer les personnes, je
pense qu'il faut valoriser ce qui fait le plus de Bruxelles, et je crois que c'est à la fois son rôle de capitale, à la fois ses produits, sa diversité, la qualité de vie. Et sa personnalité. Et sa personnalité. Qu'est-ce qui fait que cette ville multiple, peut-être que c'est ça la caractéristique de Bruxelles. Il y a peut-être une image de Bruxelles qu'on met parfois peu en avant, en tout cas nous les Bruxellois et les Belges, c'est l'image de Bruxelles, capitale de l'Europe. Or cette image est toujours négative. Quand on parle de Bruxelles à l'étranger, c'est pour dire l'Europe, c'est terrible. Bruxelles a décidé que... Or qu'est-ce qu'on fait le week-end où il y a la fête de l'Iris, ce week-end, fête de Bruxelles, c'est en même temps la fête de l'Europe. Alors on veut peut-être un peu se dissocier, ce qu'il faudrait, ce qui est pas mal, mais en même temps, c'est un seul week-end, on fait tout ensemble. Georges d'Allemagne, vous, en termes d'image de Bruxelles, quelle est votre analyse? D'abord, les Schtroumpfs, je trouve ça sympa. Je trouve que justement, et c'est là qu'on pourrait faire le lien avec ce que vous dites, c'est que les Belges sont considérés partout dans le monde comme un peuple sympathique, ouvert, accueillant, on y est bien, et les Français le disent souvent. Voilà, les Belges, voilà. Parfois avec ce côté, parfois peut-être un petit peu condescendant, mais on est sympa. Et c'est le côté peut-être un peu, je trouve, mais on ne le décline pas suffisamment, on ne dit pas suffisamment notre accueil, notre générosité, et c'est vrai qu'on ne sait pas très bien finalement pourquoi on viendrait en Belgique. Et je crois que l'accueil, la qualité de la rencontre humaine, la chaleur humaine, et puis la beauté de la ville, et puis effectivement toute une série d'autres choses, toutes ces choses-là ne sont pas suffisamment déclinées. Et alors quand même rajouter un élément, parce que je rencontrais l'ambassadeur de Taïwan ce matin et je lui posais la question justement, puisque je savais que vous alliez me la poser, et il me disait, mais écoutez, quand même pour nous un critère c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est vous qui l'avez définissez, puisque vous maintenez en niveau 3 sur 4 le problème de sécurité à Bruxelles. Donc nous, on a mis des clignotants chez nous. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut être aussi attentif à des éléments objectifs que les touristes vont rechercher. Et on le sait aujourd'hui, ils s'inquiètent de leur sécurité, ils s'inquiètent de l'accueil, ils s'inquiètent de la propreté, ils s'inquiètent de choses comme celle-là. Bon, tous ces éléments-là qui sont aussi des éléments objectifs, je crois qu'il faut continuer à travailler dessus pour que la Belgique soit pleinement attractive et qu'elle soit effectivement mieux positionnée sur la carte du tourisme mondial. Michel Goethe, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, j'ai écrit il y a quelques années une grammaire du Schtroumpf. Et quand on étudie l'ensemble des albums de Peyo, on se rend compte que le Schtroumpf, c'est une langue particulière qui consiste à remplacer certains mots par le mot Schtroumpf. Oui. C'est souvent une langue verte, c'est-à-dire qu'on remplace les mots qu'on ne peut pas dire. Par exemple, si tu continues comme ça, je vais te schtroumpfer la Schtroumpf. Oui. Et on remplace le mot qu'on ne peut pas dire par le nom même de son propre nom, le nom du père, le nom qu'on a reçu de son père, Schtroumpf. Et donc c'est une sorte de langue verte assez amusante, et je trouve que la Belgique, qui a tellement de problèmes avec les langues, mais qui est en même temps, en particulier à Bruxelles, cette capitale de la diversité, où on entend des langues de partout, jouer sur ce côté d'ironie, avec le côté insolent, mal poli de la langue, je trouve ça très très sympathique. Mais ça aurait été encore mieux si Schtroumpf avait été le mot utilisé partout dans le monde, parce que ça s'appelle Smurf dans les autres langues, ce qui est dommage. Mais on va schtroumpfer tous ensemble. Je vous propose, d'habitude je propose des visages qui ont fait l'actualité à nos invités, ils doivent réagir, et là je vais vous proposer autre chose, ce sont des visages de Schtroumpf. Alors, par exemple, on pourrait dire le grand Schtroumpf, c'est Laurette Onkelix, par exemple. Voilà. Ou Charles Piquet, ou quelqu'un comme ça. Je croyais que c'était moi. Voilà. Et alors, je vais vous présenter, on va voir si ces Schtroumpfs vous donnent l'idée d'une personnalité politique. On va commencer par vous, Marie Nagy. Je vais vous présenter d'abord le personnage de la Schtroumpfette, bien connu, jolie Schtroumpfette. Le Schtroumpf farceur. Toujours un petit cadeau qui explose. Le Schtroumpf grognon, ça, il y en a certainement beaucoup autour de vous. Et le bébé Schtroumpf, toujours mignon, le bébé Schtroumpf. Alors, est-ce que il y en a un des quatre, est-ce que vous voyez des hommes ou des femmes politiques qui correspondent à cela? Alors, le Schtroumpf grognon, oui. Ça, je dirais que c'est un peu Theo Franken. Oui. Il est toujours un petit peu grognon. En train de voir vraiment les abus, la volonté de prendre des choses, toujours en train de voir le mal ailleurs. Donc ça, je dirais Et alors, le farceur, ça m'a fait penser, par exemple, à la réforme des pensions.
où on vous offre un cadeau, on vous dit Daniel Baclaine. Donc on va. Pas très bruxellois. Je sais qu'il n'a pas l'air très drôle, mais moi c'est plus le cadeau qui va vous exploser. Donc on vous promet une réforme des pensions et quand vous êtes femme, vous vous rendez compte qu'il rabote sur une série de droits et que finalement ça va vous exploser dans la figure. Passons au bébé Schtroumpf. Alors bébé Schtroumpf, ça je ne sais pas comment trouver. Il y avait le gars, comment est-ce qu'il s'appelle? J'oublie son nom, Boucher. Georges-Louis Boucher. Oui, Georges-Louis Boucher, MR à Mons. Oui, c'était un peu le bébé Schtroumpf qui sait tout. Boris Diliès pour citer un bruxellois. Et pour la Schtroumpfette? Et pour la Schtroumpfette, qu'est-ce que je dirais? Non, mais je vais vous montrer le choix que nous on a fait dans la rédaction. Vous allez voir les 4. Pour la Schtroumpfette, on a pensé à Céline Frémaux. Pour le farceur Guy Van Engel. Pour le grognon Alain de Stex. Et pour le bébé Schtroumpf, Julien Uttendal. En restant dans les Bruxellois, bien sûr. Alors, on va passer à vous, Georges d'Allemagne. On va vous proposer d'abord le Schtroumpf noir. Ça, c'est ce méchant Schtroumpf qui mord les autres. C'est terrible. Il y a le Schtroumpf costaud, parfois Schtroumpf bagarreur. Il y a le Schtroumpf gourmand, qui aime le miel, on voit. Ou encore le Schtroumpf à lunettes moralisateur. Alors, est-ce qu'il y en a qui vous inspirent là-dedans? Le Schtroumpf gourmand, oui, je pense à un Bruxellois qui a été quand même très très gourmand ces dernières années et qui aujourd'hui a un petit peu d'indigestion. C'est Armand de Decker quand même, qui a eu un peu les yeux plus grands que le ventre, je pense. Puis vous aviez indiqué le costaud, le bagarreur. Le Schtroumpf à lunettes, je dirais le Premier ministre, parce que vous savez que le Schtroumpf à lunettes, le chef a toujours raison pour le Schtroumpf à lunettes. Et donc, comme le chef, c'est Bart de Wever, il rappelle toujours que Bart a toujours raison. Le Schtroumpf costaud le Schtroumpf costaud, je vais faire une fleur à ma ministre. Je pense que Céline Frémaux se bat bien sur la question du survol de Bruxelles. Donc, je vais lui donner le Schtroumpf costaud. Et le Schtroumpf noir? Et le Schtroumpf noir. Je dirais les populistes en général. Vous savez, les Schtroumpfs noirs, ce sont ceux qui mordent les autres, là, qui sont très agressifs, très méchants, et puis ils les contaminent au fur et à mesure. Exactement. Et donc voilà, je dirais justement, les populistes. nous, dans la rédaction, on avait pensé au Schtroumpf noir à Bart de Wever. Voilà. On avait passé pour le Schtroumpf costaud au bagarreur Yvan Mayer. Christos Doulkeridis en Schtroumpf gourmand, parce que c'est lui quand même qui a fait connaître la célèbre recette de la moussaka de sa maman. Et Pascal Smet en Schtroumpf à lunettes. C'est aussi un autre style de raisonneur et d'autres choses. Voilà, amusez-vous tous devant vos écrans, essayez de trouver d'autres... On a une activité pour ce soir. Oui, moi je vous proposerais peut-être... On avait le Schtroumpf acrobate, on pouvait penser à Joël Milquet ou Emile Kir, le Schtroumpf DJ qui pouvait être Philippe Claus, ou le Schtroumpf calculateur, Didier Renders, le Schtroumpf travailleur, Didier Gauzoin, le Schtroumpf invisible, Brigitte Groels, le Schtroumpf musicien, Jean Demanet, le Schtroumpf chantant, Julie de Groot. Enfin bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc amusez-vous, profitez-en. Maintenant, on va passer à autre chose, mais on va toujours parler de Bruxelles. Je voudrais parler avec vous du plan commerce de Bruxelles qui était rendu public cette semaine. Et je vais tout de suite vous poser la question à vous, peut-être Marine Agy, là-dessus. Ça fait longtemps qu'on attendait qu'il se passe quelque chose pour les commerçants à Bruxelles. Or, on se rend compte que le piétonnier, la problématique du piétonnier, a phagocyté tout le débat sur le commerce. Ce n'est que la troisième étude que Madame le maire, qui est en place depuis 4 ans, c'est la troisième étude qu'elle nous propose comme étant un plan stratégique pour le commerce bruxellois, qui en a bien besoin. Franchement, j'ai regardé le document et il y a des données intéressantes. Il y a des données intéressantes, par exemple, parce qu'on voit que le commerce le plus... Donc, il y a plusieurs quartiers qui sont identifiés, le centre-ville, la rue de Namur, de Wandt, donc c'est assez varié. Mais ce qui montre bien, c'est que l'ORECA joue un rôle important dans le commerce bruxellois et que parfois ce rôle phagocyte ou permet pas suffisamment de variété et donc crée des problèmes. C'est le cas par exemple à Saint-Géry et dans certaines parties du centre. On voit aussi qu'il y a des quartiers qui se portent bien, rue de Namur, les Marolles, en partie le Sablon. On voit aussi qu'il y a des commerces qui souffrent, c'est du côté du nord de Bruxelles. Et ce qui m'a frappé le plus,
franchement, c'est qu'il y a peu de réflexion sur le fait qu'au fond, ce que les gens demandent, c'est la sécurité, l'entretien, la propreté et une ambiance correcte. Et que ça, on n'a pas besoin de 50 000 études pour le réaliser. Et puis, un chiffre vraiment important, c'est que plus de 60% du chaland qui va dans les différents quartiers commerçants, et la proportion varie, mais est quand même toujours très élevée, plus de 60% se déplacent en transport en commun. Et or, la préoccupation que Madame le maire met en évidence, c'est la problématique du stationnement. Et je me dis que peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt travailler avec la STIP pour l'amélioration de l'entretien des stations de métro, en fait, c'est votre plan de commerce, là. Vous proposez votre plan de commerce. Karim Fadoul, là, un projet. Karim Fadoul, vous vouliez intervenir. Oui, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup concentré les moyens sur le Pentagone. Hein. On a parlé du Sablon, de la rue de Namur, Saint-Géry, le centre, les grands boulevards. Et on en a parlé très peu. On a un peu parlé de la rue de Mantes, mais on n'a pas parlé de Roverenbeek, de Aron qui se meurt, mais tout le monde s'en fout à la ville de Bruxelles. On n'a pas non plus parlé de tous ces quartiers limitrophes où il y a du commerce sur le territoire de la ville, mais également juste à côté, et que c'est juste une autre commune. Le haut de la ville, il y a l'avenue Atozondorf, juste en face, il y a la chaussée d'Ixelles. Peut-être important de dialoguer. Saint-Gilles, Louise, tous ces quartiers-là aussi, dont on ne parle finalement que très peu. Mais c'est surtout, moi je dirais, ces petites entités dont on parle peu et pour lesquelles on ne fait pas grand-chose, je trouve. On parle très très peu des habitants. C'est-à-dire, le seul supermarché du centre-ville va fermer. Il y en a un nouveau qui s'est Non, c'est pas un supermarché, c'est un market. C'est-à-dire que le rayon de viande est comme ça. Michel Goethe habite dans le centre. Oui, c'est pour ça que le rayon de légumes surgelés est comme ça. C'est des magasins qui sont faits pour les touristes et l'alimentation rapide de gens qui viennent travailler en ville et qui achètent rapidement quelque chose. Et les gens qui habitent là n'ont pas de supermarché, n'ont pas de boucher, n'ont pas de boulanger. Et ça va passer. Fromager, on s'y retrouve. Il y a heureusement 2 ou 3 excellents fromagers que nous rencontrons. Il y a peut-être des nouveaux charcutiers. Et donc, c'est un problème majeur, parce que maintenant, le seul vrai supermarché, va fermer. Donc, il n'y en aura plus du tout. Georges d'Allemagne. Oui, et ça va, à mon sens, pas s'améliorer, parce qu'effectivement, je trouve qu'il n'y a pas de vision stratégique globale de Bruxelles et de sa périphérie. On continue à développer, et la ville de Bruxelles notamment, des grands centres comme Néo qui va se développer sur le plateau du Heysel, Docks Bruxelles, il y a Place, etc. En fait, on va continuer à vider le centre de Bruxelles de ses commerces à travers ce grand développement. Et je trouve que de la part de la ville de Bruxelles, je trouve ça très bien qu'ils aient une stratégie, mais cette stratégie, elle est schizophrénique. Qu'est-ce qu'on va faire avec Néo? Et puis, comme vous le disiez, Monsieur Fadoul, qu'est-ce que va devenir la rue de Wand, le boulevard Rouba de Stropper, Marie-Christine, etc. Tout ça va disparaître encore plus. Et le centre-ville va effectivement ne pas pouvoir résister à cette concurrence-là. On va avoir des magasins d'alimentation de ce type sont beaucoup plus chers que les magasins. Et on va avoir au centre-ville ce qu'on a déjà dans certaines rues, des atomiums en plastique, des Manneken-Pis en plastique, du chocolat et des confiseries. Tout pour le tourisme. Voilà. Et on va transformer le centre-ville en une espèce de galerie pour touristes et on n'aura plus effectivement ce type de magasin. Donc je pense qu'il y a quand même là un défaut stratégique qui me semble majeur dans la manière dont on voit la ville. C'est vraiment un sujet sur lequel on revient régulièrement, ces problématiques de commerce et de centre de Bruxelles. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais parler maintenant des commissions parce qu'elles sont un peu dans leur dernière ligne droite avant l'été. La commission attentat doit atterrir dans les jours et semaines qui viennent. Idem pour la commission Casagate qui a reçu un invité français cette semaine, reportage de Julie Martin et Niels Dageler. À peine arrivé, Claude Guéant met les choses au clair. Je ne sais pas s'il y a eu des commissions, des rétro-commissions, des trafics d'influence. Pour ma part, dans les fonctions que j'ai exercées, je n'ai jamais pu constater de manquement à la loi, que ce soit en France et a fortiori en Belgique. Claude Guéant nie toute implication personnelle dans le Casagate, malgré cette note qu'il a écrite en août 2011 et qui lui a été lue en commission. Cher Damien, j'ai eu Armand de Decker au téléphone. C'est vrai que lui et son équipe ont fait un magnifique travail qui ne peut que servir les intérêts de la France. Mon souci maintenant est très prosaïque, c'est que les avocats qui ont travaillé pour Kodief soient maintenant rémunérés. Cette note, il l'authentifie, mais la corrige aussi. J'écris très mal, alors j'apporterai juste un petit correctif à votre lecture, monsieur le député. C'est que c'est pas mon souci, c'est son souci. Le souci d'Armand de Decker, donc,
qu'il admet avoir rencontré une seule fois au cours d'un dîner, mais en tant qu'avocat et non en tant que politicien. Qu'en est-il des autres hommes politiques belges? Jamais, au cours de cette période, je n'ai entendu la moindre indication selon laquelle M. Reinders se serait occupé de ce dossier de près ou de loin. Monsieur Guéant ne nous a pas tout dit, mais il nous a dit beaucoup. Il nous a confirmé l'authenticité de documents importants, l'authenticité de cette note manuscrite où il se réjouit du bon travail pour la République française d'Armand de Decker et veut faire en sorte qu'il soit payé. Il confirme également la demande du Kazakhstan, que la France intervienne pour que les problèmes judiciaires ici en Belgique du trio soient résolus. Claude Guéant est rentré chez lui sans rien vouloir ajouter. À sa place se trouvera bientôt Armand de Decker. Christophe Génisty, alors c'était un grand show cette semaine, cette commission avec cet invité français Claude Guéant. Oui, mais c'est bien ça le problème des commissions. Le problème des commissions, c'est qu'elles sont conçues pour être des spectacles. Et pour être des spectacles que l'on donne en pâture au peuple en disant « vous voyez, on s'en occupe ». Le problème des commissions, c'est l'aboutissement de la commission. Évidemment, le fait que des gens se réunissent, qu'ils mènent des investigations, c'est une chose intéressante. Le fait que ça se fasse sous le regard des caméras, là aussi, c'est intéressant. Mais ça n'est intéressant véritablement que s'il y a une décision et s'il y a quelque chose de rapide et de concret qui suit les commissions. Or, j'ai l'impression que, en tout cas depuis que je suis dans ce beau pays, qu'il y a énormément de commissions dont je n'ai jamais entendu parler de la moindre décision, de la moindre épilogue. On a la commissionnement. Oui, on a un commissaire ici. Le commissaire Georges Dallemagne est dans la commission attentat. Au rapport, donc quand est-ce que vous remettez votre rapport ? Eh bien, on est en train de travailler dessus. J'y ai encore travaillé ce matin, on y travaillera encore ce soir et puis demain. Moi, je suis quand même beaucoup moins sévère sur ce constat que vous faites sur les commissions. D'abord, notre commission attentat, elle a beaucoup travaillé à huis clos. Mais nous avons aussi tenu, effectivement, de temps en temps à ce qu'elle soit publique pour qu'effectivement la population puisse se rendre compte de certains témoignages, du travail qui est fait et de la réflexion qui est menée. Et je peux vous dire qu'en matière de terrorisme, c'était extrêmement important qu'on se penche de manière très approfondie depuis tous ces mois, pendant des jours entiers, sur la manière dont nos services de sécurité n'avaient pas fait leur travail globalement. Mais la question, c'est est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Et c'est là que je veux en venir, c'est que tous ces services, aujourd'hui, sont sous pression. Tous ces services savent que nous leur demandons des comptes, nous regardons leur travail. Et je peux vous dire que dans chacun de ces services, que ce soit la police, les services de renseignement ou la justice, ils prennent ça très au sérieux. Chaque fois qu'ils viennent, ils préparent, ils nous disent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors parfois, il faut les aider à dire ce qu'ils n'ont pas fait. Les yeux parfois, pourquoi, voilà. Alors il faut un peu les pousser, mais aussi ce qu'ils sont en train de faire pour que les choses s'améliorent. Et je pense que véritablement, déjà cet exercice-là est très important parce que avant même nos conclusions, toute une série de choses ont déjà changé en matière, je pense, et je suis sur le banc de l'opposition, je pourrais facilement critiquer, mais beaucoup de choses ont déjà été faites pour que le citoyen soit mieux protégé. Et je crois que ça c'était important. Alors c'est vrai que dans certaines commissions, on va loin, dans d'autres on va moins loin. Moi je pense que sur la commission Kazakhgate, je ne fais pas partie de cette commission, mais pourquoi est-ce qu'elle intervient maintenant, cette commission, en même temps que la commission Publifin, en même temps que la commission Panama Papers également? C'est qu'il y a une vraie demande de la part des citoyens de modifier complètement la gouvernance, de faire en sorte qu'effectivement ces choses-là soient révélées, soient analysées et qu'on en sorte. Et je crois que ça correspond aussi à l'environnement dans lequel on est. On ne pouvait pas se passer de faire la lumière là-dessus. Et moi, en tout cas, je suis attentif à ce qu'effectivement, cela provoque des changements fondamentaux. Et sur la prestation de M. Guéant, quoi qu'il en dise, à travers les lignes, et de manière assez claire en réalité, on a bien vu effectivement qu'une cellule élyséenne avait fait pression à travers Armand de Decker sur le gouvernement belge pour que lui-même fasse pression sur le Parlement pour changer une loi. C'est un élément extrêmement important du diagnostic et je crois que... ça valait la peine donc. Bien sûr que ça valait la peine. Mais Marine Nagy, est-ce que, par exemple, au Parlement bruxellois, il y a des commissions aussi, est-ce que finalement, ça ne ralentit pas le travail normal du Parlement quand les députés doivent tous mettre leur énergie dans des commissions ? Mais contrairement à ce qui a été dit, les commissions, bon, il se fait qu'en ce moment, il y a plusieurs commissions parlementaires qui fonctionnent, mais en réalité, pendant des législatures entières, il n'y a pas de commission spécifique. Ici, il y a une série de commissions spéciales parce qu'il y avait une actualité qui le demandait. Je pense que dans le cas du Kazakhgate, c'est important, c'est une affaire d'État, c'est l'ingérence d'un État étranger, du trafic d'influence
ici pour modifier une loi en faveur de 3 personnes pour rendre service à un autre pays. Donc je trouve que, oui, les parlementaires sont parfois soumis à une pression de travail importante, mais ça, c'est le job des parlementaires. Donc je trouve que c'est important et je ne suis pas d'accord avec votre affirmation comme quoi les commissions n'arrivent pas à atterrir. Généralement, il y a des recommandations qui sont déposées et ce qui, à mon avis, pourrait être fait, c'est d'avoir plus de suivi sur les recommandations. Parce que parfois, on constate qu'on a bien travaillé, que les recommandations étaient justes et puis qu'il y a eu peut-être un peu de flottement dans le suivi. Donc, pour aller dans votre sens. On a quand même vu historiquement que la réforme des polices chez nous, par ça exemple, a été l'issue d'une commission. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un suivi de la commission tunnel ? Est-ce qu'on sait si... Est-ce qu'on voit le bout du tunnel? Vous avez écrit un livre, il y a des mois déjà, sur toutes les questions de sécurité, du terrorisme, des leçons que vous aviez tirées des attentats. Est-ce que le travail de la commission vous fait changer votre point de vue, l'améliorer, le changer? Non, il m'a permis mon travail personnel que j'avais fait préalablement m'a permis d'être plus incisif, plus précis dans ce que j'attendais de cette commission. J'ai beaucoup enquêté, notamment sur les auteurs, j'ai beaucoup travaillé sur le cas d'Oussama Attar, dont on parle peu, trop peu, qui aujourd'hui, semble-t-il, est le véritable organisateur des attentats de Paris et de Bruxelles. Eh bien, j'ai eu des sources d'informations que j'ai été chercher, que je livrais à la commission d'enquête parlementaire. Cette commission n'aurait pas abordé cette problématique-là si je n'avais pas fait ce travail d'enquête. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport à nos amis français que nous avons été voir et qui ont fait leur propre commission d'enquête, les journalistes français nous disaient « Vous avez fait un travail bien meilleur en Belgique parce qu'en commission d'enquête à l'Assemblée nationale, ils se sont contentés de déclarations des chefs des services de renseignement, etc. Nous avons eu accès au PV de Salah Abdeslam, nous avons eu accès à des pièces, nous avons fait convoquer les policiers qui ont raté. On a été plus loin. On a été beaucoup plus loin et je crois, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir révéler sans mettre en danger la sécurité de l'État? C'est notamment une discussion que nous avons aujourd'hui, sans mettre en cause personnellement tel ou tel policier, jusqu'où on devra aller. Moi, j'estime qu'il faut un grand travail de transparence. La population belge a le droit de savoir ce qui n'a pas bien fonctionné. Mais évidemment, il y a des limites et c'est toute la discussion que nous avons aujourd'hui. On passe à notre dernier sujet. Je voulais parler du 1er mai et des suites du 1er mai, c'est-à-dire l'ambiance sociale, les luttes sociales d'aujourd'hui. Demain dimanche, il y a une grande manif de toute autre chose à Bruxelles, leur 3e parade. Mais on a l'impression que ce 1er mai était un peu discret, Marine Ingy. Est-ce qu'il y a encore des gros mouvements sociaux? Je pense qu'il y a un grand sentiment d'exclusion, un grand sentiment que quelque part les droits sociaux, les revenus de remplacement sont en train d'être grignotés et que finalement la capacité de mobilisation des grandes organisations de type les syndicats, etc., tarde un petit peu à venir et je pense que ça c'est vraiment dommage parce que cette réflexion sur comment arriver à retrouver une capacité redistributive dans la société est essentielle si on veut continuer à donner du sens à notre vie ensemble. Et je trouve aussi que il ne faut pas tomber dans le découragement. Je crois qu'il y a beaucoup d'actions qui se font au niveau des associations, d'initiatives citoyennes pour changer le mode de consommation, le mode d'action. Et je trouve que ça, ce n'est pas assez vu, ce n'est pas aussi visible qu'un défilé du 1er mai. Mais c'est vrai que je dois constater comme vous que la morosité ambiante, on a l'impression qu'elle a une forte influence. Georges Dallemagne, et après les experts. Je pense qu'il y a 2 problèmes. Un, il y a une crise de la représentation, on le sait pour les partis politiques, mais ça vaut aussi pour le monde syndical. Les gens ne se retrouvent plus nécessairement représentés dans un mouvement syndical. Ils ont l'impression que leur voix doit pouvoir s'exprimer autrement. Et il y a aussi une fragmentation de la société civile, du monde du travail, etc. Ils trouvent d'autres manières de s'exprimer. Ils s'expriment sur les réseaux sociaux, ils s'expriment différemment. Je pense que les syndicats doivent entendre ce que nous devons entendre également, c'est que la société se transforme et qu'elle souhaiterait peut-être une représentation et une manière de s'exprimer différente. Mais à la décharge aussi des syndicats, c'est que les grandes manifestations qui ont eu lieu n'ont pas
fait bouger les lignes. Non. Le gouvernement a été très, très sourd, très fermé au dialogue. Et donc, il y a aussi ce constat-là, c'est qu'il y a une méthode, je trouve, de gouvernance aujourd'hui qui est beaucoup plus brutale, je trouve, qui en tout cas dénote par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Et donc, il y a aussi le constat que c'est pas très efficace non plus, parce qu'on a parfois un peu... il se passait des choses parce que les syndicats avaient des connexions au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Sans doute aussi, mais je crois aussi qu'un parti comme la NVA a très bien dit, et depuis toujours, et le dit systématiquement à la Chambre et presque chaque semaine, que pour eux, ce ne sont pas des interlocuteurs intéressants. C'est notre reconnaissance de cette tradition de discussion et de construction ensemble du modèle social. Alors, moi, je crois que les syndicats doivent évoluer. Je pense qu'il y a certains combats syndicaux qui ne sont plus concordants par rapport à la manière dont on doit travailler en Belgique, mais il faudrait éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que si on n'a plus d'interlocuteurs, à ce moment-là, effectivement, de nouveau, on est dans un monde qui devient plus disparate, plus violent et plus difficile à gouverner. Plus de concertation. Michel Gueud. Et le 1er mai, c'est un peu tous les jours maintenant, parce que ce gouvernement est tellement antisocial qu'il y a des actions tout le temps. Vous citiez demain la manifestation de toute autre chose. Le 12 mai, il y a un meeting antifasciste de la FGTB à Namur. Le 19 mai, il y a un rassemblement syndical à Bruxelles sur changer de cap pour essayer encore une fois, de faire bouger les lignes de ce gouvernement. Le 20 mai, les acteurs des temps présents lancent 2 marches jusqu'au 5 juin à travers la Wallonie. Le 24 mai, il y a une marche anti-Trump. c'est de la contestation. C'est-à-dire qu'il y a une opposition syndicale pratiquement quotidienne en ce moment. Et effectivement, ça ne sert malheureusement à rien parce que la NVA est tellement brutale dans sa politique antisociale. Je crois qu'on a la politique antisociale la plus grave depuis 1945. Mais ça ne percole pas. Mais si, il y a une chose qui a quand même bougé, parce que ce n'est pas uniquement en Belgique que ça bouge. Au niveau européen, ça a bougé. L'Europe vient de sortir un socle européen des droits sociaux, qui est quand même un document extrêmement important, un guideline pour les pays européens. Et c'est la première fois depuis longtemps que l'Europe prend des positions aussi fermes en matière d'Europe sociale. Karim Fadou. Oui, non, mais ce que tu cites, c'est de la contestation par rapport à des éléments ponctuels. Le 1er mai, c'est l'occasion de formuler des propositions, de grandes propositions qui vont bouleverser peut-être, on a parlé de cette allocation, etc., par rapport au PS. Moi, j'ai parfois un peu l'impression que le 1er mai, c'est un peu comme la Saint-Valentin, c'est l'occasion qui va vous permettre de vous souvenir, vous avez une compagne, il faut lui offrir des fleurs, alors que c'est un muguet. Le 1er mai, c'est le muguet. Mais c'est tout au long de l'année, je pense qu'il faut peut-être revoir un peu ce combat de gauche. Dernière petite chose aussi, je rappelle quand même que le 1er mai, cette année, a été éclipsé dans l'actualité par une agression sur Raoul et Debout. On a ouvert quand même les JT avec ça, et pas sur la déclaration tonitruante de Goblet ou l'invective d'Élodie Roupeau et de Laurette Onkenix. Ça change aussi un peu la donne. Ça change aussi un peu médiatiquement. Christophe Ginisty, il n'a pas fait clôturer là-dessus. Il a fait des propositions sur la réduction du temps de travail, c'est différent. Juste pour clôturer, pour aller dans votre sens, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a d'autres formes de mobilisation qui se mettent en place. C'est-à-dire que la manifestation traditionnelle qui arrive une fois par an, qui célèbre la même chose une fois par an, c'est quelque chose qui devient totalement obsolète par sa nature même et par ce qu'elle est. Il y a des modes d'ailleurs, qu'a rappelé Michel, la mobilisation, l'activisme prend des formes nouvelles. Et probablement que dans le futur, des grandes manifestations rituelles comme celle du 1er mai disparaîtront totalement. Eh ben nous, on va quand même passer à notre rituel des coups de cœur de nos experts, et on verra si ça vous embête, on arrêtera. On fera de temps en temps peut-être un coup de cœur. Michel Gueud, on commence avec vous avec un livre dont vous vouliez parler. Nadia Geertz, qui a quitté son combat habituel pour la laïcité pour se préoccuper du féminisme. Il écrit un petit livre sous forme d'un dialogue avec une fille imaginaire d'aujourd'hui qui lui pose des questions sur sa conception du féminisme. C'est très clair, ça illustre bien les tendances actuelles du féminisme et c'était un livre très nuancé, ce qui est de la part de Nadia un gros effort de pédagogie. Alors c'est dit, c'est quoi le féminisme? C'est à la renaissance du livre. Alors vous, Aurore, vous voulez schtroumpfer encore? Mais oui, je n'arrive plus à les quitter depuis que la ville de Bruxelles a décidé de les garder aussi. Non, je vous en parle aussi parce que c'est peut-être l'occasion ce week-end d'aller un tout petit peu plus loin que la frontière bruxelloise, prendre la direction de la Hulpe, puisqu'en ce moment et jusqu'au 27 août se tient une exposition consacrée à Peyo, le créateur des Schtroumpfs. C'est à la Fondation Follon, c'est plutôt sympa, et puis voilà.
Tu me le donnes? Alors, je ne peux pas, malheureusement. Non, on va passer maintenant à une autre fête, la fête de ce week-end, Karim. Elle est récurrente, celle-là aussi, elle est annuelle, c'est la fête de l'Iris. Ce samedi, ce dimanche, donc demain, pas mal d'animations, pas mal d'activités, toutes les informations sont sur Internet et c'est l'occasion de se rappeler que Bruxelles existe depuis un certain nombre d'années. Maintenant, on ne s'en souvient même plus d'ailleurs. Alors, 89. Il y en a un autre qui veut nous faire sortir de Bruxelles ce week-end ou les jours à venir. Il veut aller à Liège. Il faut aller à Liège voir à la Beauvry une superbe exposition qui s'appelle Révolution bande dessinée, qui est une exposition absolument magnifique et qui traite de deux phénomènes bande dessinée français, deux magazines qui sont À suivre et Métal Hurlant. Il y a des planches originales à couper le souffle, il faut absolument y aller, c'est jusqu'au 11 juin. Décidément, on est très BD aujourd'hui avec les Schtroumpfs, avec Métal Hurlant. Et maintenant, je vais vous parler d'une BD aussi. Mon coup de cœur, c'est le livre de Bastien Vivès. Ça s'appelle Une sœur. C'est un roman graphique. C'est comme ça qu'on appelle les BD d'aujourd'hui. C'est paru chez Casterman. C'est l'histoire d'un ado de 13 ans qui se retrouve à passer l'été avec une autre ado, fille d'amis. Elle est un petit peu plus âgée que lui. C'est un récit tendre et réaliste, un dessin vivace de Vivès qui est servi par une narration élégante. C'est vraiment une perle, je vous le conseille. Vivès est un génie de la BD. Et on va demander aussi à nos invités s'ils ont quelque chose à nous conseiller. Marine Agy, est-ce que vous avez un conseil? Oui, alors moi je vous conseille, mais je ne sais pas si on va le voir. On ne va pas le voir, mais on va pas le voir. La visite du musée absent. C'est une exposition d'art contemporain au Wills qui fait référence à cette idée qu'à Bruxelles, il n'y a pas de musée d'art contemporain et d'art moderne, avec une série d'œuvres qui sont extrêmement intéressantes. C'est assez pédagogique. Je sais que l'art contemporain est parfois difficile d'approche, mais n'hésitez pas. La présentation se veut pédagogique. On peut parler, il y a beaucoup de guides. C'est une grande exposition, donc il faut prendre le temps, mais on peut aller plusieurs fois. C'est au Wills à Forêt. Oui. Et vous, Georges Lallemagne, vous voulez parler d'un livre? Oui, un livre qui m'a passionné, que je termine, qui est formidable. Je pense que c'est probablement le meilleur livre que j'ai lu depuis toutes ces années. C'est Sapiens, qui fait un peu toute l'histoire de l'humanité depuis que Homo ne s'appelait pas Sapiens mais Erectus, c'est Néandertal à l'époque, et puis qui aussi essaye de voir ce que pourrait être l'homme du futur. J'ai trouvé ça absolument formidable sur la capacité de synthèse de ce que nous étions, ce que nous sommes aujourd'hui, les mythes auxquels nous croyons, ceux qui se sont défaits, ceux qui se déferont encore, et comment nous pourrions évoluer. C'est parfois un peu inquiétant d'ailleurs pour l'avenir, mais c'est passionnant. Et donc l'auteur s'appelle Yuval Noah Harari. C'est une brève histoire de l'humanité. C'est paru chez Albin Michel. Voilà, comme ça on sait tous ces bons conseils. Alors merci à tous, invités, experts, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de week-end à tous.